The Lord's conspiracy has been put together 3 years ago. In the beginning, we were three: Luipa, Nao, and myself. Bonjour, aujourd'hui on a un invité spécial qui s'appelle Stéphane Larence. C'est un grand fan de skate qui a participé aux Jeux Olympiques pendant 2 ans. Il a passé beaucoup de temps dans sa vie à faire du skate, sa passion. Quand il était jeune, il aimait beaucoup skater partout. Il pouvait trouver tous les spots, même si c'était quelque chose de très très simple. Peux-tu nous expliquer tes débuts dans le skate ? Oui, bien sûr. Bonjour d'abord. Bonjour. Donc, j'ai commencé à faire du skate en 1985, donc il y a quand même très très longtemps. Donc oui, effectivement, l'année prochaine, ça fera 40 ans que je fais du skate. J'habitais à l'époque en proche banlieue parisienne, c'était à Noisy-le-Grand. Et un soir, j'avais des amis évidemment qui habitaient dans la même résidence que moi. On se voyait quand même très souvent, on allait à l'école ensemble, enfin, c'était des amis vraiment très proches. Et un soir, un de mes amis a apporté une planche. Je pense qu'il lui avait été offerte par un membre de sa famille. Une planche qui était plus large. Moi, j'en avais une déjà chez moi, mais qui était toute petite et que j'utilisais pratiquement pas. Je me souviens même pas l'avoir utilisée une fois. Et quand j'ai essayé sa planche, lui qui était plus grande que la mienne, j'ai adoré de suite. Et il a bien vu que moi, j'avais aimé cette planche-là. Donc du coup, il me l'a donnée. Et comme c'était un ami très proche, et lui à cette époque-là, il commençait à devenir DJ, enfin il essayait de devenir DJ. Moi j'avais rencontré un autre DJ dans la ville avec un niveau quand même très très bon qui m'avait donné une de ses cassettes qu'il avait mixée lui-même. Donc j'ai offert à mon ami qui m'a offert la planche cette cassette-là mixée, et lui ça l'a lancé, et du coup il s'est mis vraiment à devenir DJ pour de bon, pour en tout cas de manière très 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 sérieuse. Et donc cette personne-là est devenue DJ Posca, c'est le nom qu'il avait à l'époque. Et voilà, donc c'est mon ami le plus ancien, avec qui je suis toujours en contact. DJ Posca qui est devenu ce grand DJ, et moi qui est devenu skater, juste un soir où on s'est échangé tous les deux un skate et une cassette. Tes amis que tu as aujourd'hui, avec lesquels tu skates, comment tu les as rencontrés ? Ben, j'ai tous rencontrés grâce au skate. Ou alors sur les spots de skate qu'il y a à Paris, ou alors dans les magasins, ou alors en tournée, parce que souvent on a des sponsors en commun. Donc admettons, on a une marque de roues en commun, en sponsor. On se connaît pas forcément et on skate pas forcément ensemble. Donc il faut attendre que la marque de roues décide de faire une tournée, donc rassemble tous les skateurs sponsorisés par cette marque-là, pour pouvoir faire une tournée ensemble, se rencontrer et skater. Donc où on se rencontre dans les magasins, dans les tournées, dans les compétitions, ou sur les spots de skate. Donc moi, tous mes copains, mes meilleurs copains en tout cas, sont issus de la région parisienne. Donc je les ai tous rencontrés à un moment de ma vie sur un spot de skate, forcément. D'accord. Est-ce que le mythe qui dit que les skateurs pouvaient trouver n'importe quel endroit et qui pouvaient devenir un bon spot est vrai ? Ah oui, tout à fait. On a une vision de la ville qui est complètement différente. Quand on va en voyage, quand on va en tournée, quand on regarde des vidéos, on s'arrête pas juste aux monuments ou aux places qui sont jolies avec les belles fontaines. On regarde vraiment les choses différemment, et on découvre des spots évidemment que absolument personne ne voit, mais qui pour nous sont fantastiques. Tout dépend du sol, de la matière, de l'emplacement. Donc oui, on peut trouver des spots vraiment n'importe où, que ce soit un trottoir, s'il est beau, s'il n'est pas d'une certaine couleur, ça peut devenir un spot. Ça peut devenir un spot très très connu même. Même des bancs aussi. Exactement, des bancs selon s'il y a de l'élan avant, de l'élan après, comment est le sol, leur hauteur, leur matière, tout ça rentre en ligne de compte. Et au final, si tous les éléments sont réunis et nous plaisent, ça devient un spot de skate. Ouais. C'est vrai qu'on voit ça dans les vidéos Conspiracy, They Don't Give a Fuck About Us. On voit que vous skatez un peu dans n'importe quel endroit, il suffit vraiment de peu de choses. Et vous avez même parfois des passants qui vous observent, certains qui sont contents, d'autres pas contents. Enfin, j'imagine que ça ne devait pas toujours être évident. Non, c'est jamais évident. C'est exactement ça, selon les personnes qu'on rencontre. Il y en a qui trouvent ça bien et marrant, qui sont intéressés, et puis il y en a d'autres que ça dérange, ça fait du bruit. C'est vrai que c'est quand même un sport qui abîme le mobilier quand même.
tu fais du bruit, c'est pas très agréable, quoi. Donc moi, on peut comprendre, hein, mais après, tout dépend aussi des rencontres qu'on fait. Donc même si les personnes sont contre, ça peut très bien se passer si elles sont quand même assez intelligentes et nous disent, s'il vous plaît, nous parler juste comme des personnes normales. Mais par contre, on en a d'autres qui nous attaquent directement ou qui nous critiquent directement, et du coup, ça rend les choses beaucoup moins agréables. Et puis, on n'a pas très envie de faire plaisir à ces gens-là. Donc, forcément, la tension monte un petit peu. Bon, c'est jamais grave, mais bon, c'est juste des mots échangés. Mais il y a quand même un certain respect à avoir avec les gens. Donc, qu'on vienne nous dire que ce qui était en bas de sa fenêtre, que ça la dérange et que ça fait du bruit, là où dérange et fait du bruit, nous, on le sait complètement. Mais honnêtement, nous demander de partir gentiment marche beaucoup plus que de nous jeter de l'eau ou des œufs et de nous dire dégagez, vous faites du bruit, dégagez de là. Et j'imagine qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont en fait juste admiratifs de voir des jeunes s'épanouir, faire des figures spectaculaires. Je pense notamment même à la police qui vous avez un peu mis au défi, il me semble. Je sais pas si c'est Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je m'en souviens très bien. Oui, la police, en fait, ça c'était aux États-Unis, cette fameuse histoire. À savoir que la police américaine n'est pas du tout la même que celle en France. Hein. On peut discuter avec celle en France, la police américaine beaucoup moins. Donc les gens en ont vraiment très peur, la police aux États-Unis. Donc quand ça se passe en France et qu'on skate des endroits où on ne doit pas skater et que la police vient nous virer, généralement on discute avec eux, puis ça se passe très bien, où on s'en va, où ils nous laissent 15 minutes. Eux-mêmes, la plupart du temps, nous disaient je suis désolé de venir vous déranger, mais on nous a appelé parce que vous faites du bruit. Donc eux, vraiment, pour eux, c'est pas un problème. Pour la plupart d'entre eux, c'est pas un problème. Aux États-Unis, c'est différent parce que dans ce grand pays libre, on n'a pas du tout le droit de faire de skate dans la rue. C'est complètement interdit. Dans en tout cas beaucoup d'endroits. Et ce jour-là, on skatait des marches à San Diego. Et je me souviens qu'évidemment, c'est une grosse arène sportive. Et le parking est donc gigantesque. Et là, il était vide, forcément, donc on voit les voitures arriver de très très loin. Et là, tout était en place. Il y avait le caméraman, le photographe, les amis qui étaient là aussi pour skater avec moi. Et au loin, on voit dans le complexe arriver une grosse voiture de police. Donc tout le monde s'arrête, tout le monde s'attend à être embarqué ou à avoir une amende. Donc ils rangent les téléphones, ils rangent les caméras. Tout le monde commence à rentrer dans les voitures et moi, je ne comprenais pas parce que c'était une des premières fois que j'avais affaire à la police. Et moi, je reste où je suis et puis je me demande même ce qu'ils font. Je dis mais enfin voilà, on s'est pas parlé, mais j'ai vu qu'eux étaient vraiment pressés de partir. Et puis moi, je restais sur place, je comprenais pas. Donc la police est venue et puis au lieu de sortir et puis de faire un peu les durs, nous asseoir par terre, nous mettre les menottes ou quoi que ce soit, la voiture s'arrête et nous regarde. Elle dit pas un mot. Donc moi, je sais pas trop quoi faire. Donc je pose ma planche et je roule et j'essaie sur ma figure puis je rate. Et évidemment, bon, je m'attendais à ce que la police sorte et me dise vous n'avez pas le droit de skater là, partez. Au lieu de ça, il ouvre son mégaphone et puis il me dit je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Et là, tout le monde est surpris et puis tout le monde se regarde et puis ils se remettent en place, caméra, photo. Donc j'essaie encore 2-3 fois et je rate ma figure. Et il me dit bah tu vois, je te l'avais dit, et puis il s'en va. Et ça avait juste fait halluciner tout le monde déjà que j'ai pas couru à l'approche de la voiture de police. Et ensuite, que la police finalement voit qu'on faisait rien de mal et puis on faisait juste du skate et qu'on n'abîmait rien d'autre que nous parce que le sol était quand même très rugueux. Donc les risques étaient uniquement pris par nous. Et puis finalement, c'est bien passé. Mais voilà, c'est vrai qu'ils sont quand même assez rares. J'ai d'autres histoires comme ça aussi en Californie où ça s'est pas vraiment passé comme ça avec la police. Mais à chaque fois, jamais eu de problème. Enfin, moi surtout étant étranger, ils comprenaient très bien que je comprenais pas les règles et puis ça se passait généralement bien. Est-ce que des membres de ta famille font du skate? Ma famille directe, oui, ma fille fait du skate. Ce qui est d'ailleurs très marrant, c'est que la première fois que je l'ai vue sur un skate, j'étais très étonné parce que il me semble que c'était la première fois qu'elle montait sur un skate devant moi et elle a de suite eu l'équilibre. Elle a su rouler, tourner à droite à gauche, s'arrêter. Je trouvais ça très impressionnant, mais en fait, elle a regardé tellement de vidéos que je pense qu'elle a appris comme ça. Et donc pour elle de monter sur un skate, déjà elle a trouvé sa position parce que savoir qu'en skate il y a deux positions, il y a ou le pied gauche en avant ou le pied droit en avant. Mais c'est des positions complètement naturelles, comme il y a gaucher et droitier.
même si les deux n'ont absolument rien à voir. Moi, je suis gaucher, j'ai le pied gauche devant, mais il y a plein de droitiers qui ont le pied gauche devant. Ok. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc voilà, j'étais déjà très étonné par ma fille qui a appris à l'équilibre et monter sur un skate en regardant des vidéos. Mon fils skate aussi, il skate très bien, ouais. Lui aussi, il regarde aussi pas mal de vidéos. Et puis, en fait, ça lui ressemble assez bien parce qu'il a une grosse volonté de rentrer ses figures et de progresser. Donc, quand je le voyais skater, le skate, c'est très dur parce que c'est très dur et très frustrant parce qu'on passe plus de temps à essayer ou à tomber qu'à rentrer ses figures. Donc, il faut un certain trait de caractère très prononcé pour skater, surtout au début. Le début dans le skate est vraiment très très long, très très frustrant. La progression est très très lente. Et mon fils s'y est fait sans aucun problème. On dit un peu c'est une tête brûlée, c'est un peu comme ça qu'on apprend. Il se jette, il y va, il tombe, il recommence, il réessaye. Mais le skate, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. J'imagine En que se c'est faisant, indispensable. en se faisant mal, et tout le monde passe par là, en se faisant mal, en tombant, en se relevant, en s'énervant. Ça révèle et ça apprend énormément de choses sur son caractère de faire du skate. Vous avez eu des grosses blessures au tout début? J'ai été épargné quand même. Ok. Mais j'ai eu 2 très grosses blessures qui m'ont éloigné 1 an chacune de skate. Ouais, C'est énorme. Hein. ouais, c'est très long. Ouais. C'était quel genre Très de très très blessure? long. Double fracture de la malléole, Eh ben, très long, hein, et une cheville déboîtée. ok. Ah En oui. quelle année? C'était tu t'es pas né. C'était au fin des années 90. Bah, j'étais née. Non, t'étais pas né. Et heureusement, à cette époque, j'avais des sponsors sérieux parce que ils auraient très bien pu arrêter les contrats. Et puis, parce que bon, il y a des termes qui stipulent que si on a une absence trop longue, ils se donnent le droit de résilier le contrat. Parce qu'on est payé quand même. Donc, si on peut pas représenter la marque pendant 1 an, étant payé. Mais voilà, moi j'ai eu de la chance de ce côté-là. Ils sont toujours restés fidèles et ils m'ont toujours soutenu jusqu'au bout. Mais d'ailleurs, j'ai entendu parler d'un magasin qui vendait à l'origine des rollers, qui vous aurait apparemment sponsorisé, qui est devenu d'ailleurs un magasin légendaire, mais je vais vous laisser raconter cette histoire. Tout à fait. C'était l'époque où on skatait au Trocadéro, une des grosses places dans l'histoire du skate, puisque même dans les années 70, avant ma génération, ils skataient déjà là-bas, au Trocadéro. Donc nous, on a un peu suivi ce qui se faisait. Le Trocadéro, c'était l'endroit où il fallait skater, donc on y allait. Et puis, on a entendu qu'un magasin ouvrait près des Halles, mais qui ne vendait que des rollers. Donc, du coup, on y est allé. Des amis à moi les a convaincus de vendre du skate. Donc, ils ont écouté, ils ont vendu du skate. Et oui, effectivement, ce magasin est devenu une plaque tournante du skate, même en France, pendant pas mal d'années. Le magasin s'appelait Street Machine. Street Machine, voilà. Il était au Louvre. Et oui, les propriétaires étaient danois, qui faisaient du roller. Et puis, ils ont été séduits par le discours qu'on leur avait fait à l'époque. Moi, je sais pas moi directement, mais c'était les amis à moi. Ils ont décidé de vendre du skate et puis ils l'ont fait vraiment avec le bon esprit. Donc, ils m'ont sponsorisé. C'était un des premiers sponsors vraiment très, très sérieux, qui a duré très, très, très longtemps. C'est eux qui m'ont donné la première planche à mon nom. Et puis, de toujours aider, peu importe les moments, ils sont toujours là pour moi. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis à un moment de ma vie. Donc, je leur dois vraiment énormément. Moi, j'avais une question, c'est est-ce que tu sais les records du skate? Par exemple, quel est le nombre de marches qui a été le plus sauté? Non, je sais pas du tout. C'est pas vraiment un sport où on garde ce genre de record. C'est pas très mis en avant. Il y a pas de concours de saut de marche. Enfin, c'est pas des records qu'on retient du tout. C'est complètement différent de l'athlétisme, par exemple, où on retient celui qui court le plus vite, celui qui saute le plus loin, celui qui saute le plus haut. Ça en fait des records que les gens aiment. Mais en skate, c'est pas du tout comme ça. Ça serait quoi? Ce serait par exemple, j'imagine, la figure la plus compliquée à réaliser? Bah, c'est un peu... Non, c'est pas de la figure la plus compliquée. Il n'y a pas vraiment de record comme ça. Tout le monde apprécie toutes les figures compliquées que beaucoup de skateurs font. Mais il n'y a jamais de mise en avant ou de personnes qui sont mises à part
plus qu'une autre parce qu'ils ont Mhm. fait ce genre de figure. Même s'il y a, à la fin de chaque année, il y a la remise du skater de l'année qui est faite. Donc ça, c'est une grosse récompense selon les vidéos dans lesquelles il a participé. C'est le seul prix qui est décerné, en gros, D'accord. qui est vraiment très officiel. Mais c'est tout. J'imagine qu'il y a aussi une démarche créative à analyser dans tout ça. Ah bah oui. C'est Oui, c'est ça. Faut déjà avoir un très très gros niveau et puis il faut se démarquer d'une manière ou d'une autre. Faut pas faire la figure de tout le monde. Il y a une sorte, c'est pas vraiment une compétition, mais ce qu'il faut faire dans le skate, il faut déjà avoir la reconnaissance du milieu, ce qui est quand même très important. Et il faut faire ses preuves au spot où les autres skateurs ont fait leurs preuves. Si on arrive à un spot et qu'on arrive à faire une figure qui n'a jamais été faite sur ce spot-là, le nom va tourner partout. Vidéos, photos, etc. encore plus maintenant, d'ailleurs. Ah, maintenant, c'est tellement compliqué que oui, encore plus maintenant. Ouais. Ouais. Mais c'est plus ça, il y a la reconnaissance du milieu qui est le plus important. Ouais. Et il y a énormément de compétitions. Et je suis au premier rang des organisations de compétition maintenant. Les compétitions dans le skate n'ont jamais apporté une renommée plus que ça dans le milieu. On peut très bien réussir et faire sa vie sans gagner une seule compétition, tant qu'on garde le niveau qui peut être reconnu par le reste du milieu. Voilà, c'est plus important. D'accord. Donc on peut retirer toutes les compétitions qui sont principalement destinées au grand public. Enfin, pas mal de compétitions sont destinées au grand public pour faire connaître le skate, pour créer des vocations, pourquoi pas, faire ramener des personnes à faire du skate. Mais si on retirait toutes ces compétitions-là, le skate serait exactement pareil. C'est toujours un milieu qui a vécu comme ça, pas besoin de compétition, pas besoin de classement. Contrairement à tous les autres sports où il faut être numéro 1 pour être reconnu, il faut être numéro 2 pour être reconnu, il faut être numéro 8 pour se qualifier. Ça, c'est le format des compétitions. Et en skate, ça marche pas du tout comme ça. C'est vraiment un sport underground. Ah ouais, il y a surtout ce côté-là qui est très important, qu'il faut absolument garder. De toute manière, ce côté-là ne partira jamais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des skateurs qui sont très forts en compétition, qui sont détestés par les skateurs qui ne font pas de compétition. Et quand ces skateurs-là, qui sont très forts en compétition, font des vidéos partent, des séquences vidéo, des vidéos d'eux dans la rue, ils sont adorés par ceux qui ne les aiment pas en compétition. C'est vraiment très compliqué les compétitions dans ce milieu-là. On se fait vite une image, on se donne vite une image très, très négative. Si on fait que les compétitions et si on prouve pas qu'en fait on est un vrai skateur et on skate aussi dans la rue. Il y a des étapes à respecter. Ah oui, si on veut être, c'est pas si on veut, c'est pas vraiment nous qui décidons dans le skate, mais c'est en tout cas comme ça que ça marche. Vous parliez du Trocadéro comme lieu un peu incontournable où on skate, mais c'est quoi réellement en fait où se trouve la mecque du skateboard? C'est où qu'il faut absolument faire ses preuves en vrai? C'est la Californie. Ah, c'est là-bas. Ah oui, bah faut faire les preuves devant les Américains. C'est pas la mecque. Je dis un peu des bêtises. En Europe, on a énormément de spots. On a Barcelone, Paris, on a énormément de villes où on peut skater qui sont vraiment très très bien. Il y a pas. Si je dois vraiment isoler une ville, c'est Barcelone. Ah. Ouais, sans aucun problème. Déjà le temps. J'imagine. Ils peuvent skater toute l'année là-bas et puis l'architecture a été faite de manière à ce qu'il y ait des spots partout. Dans toutes les petites villes autour, dans Barcelone même, des spots naturels qui ressemblent à des spots de skate. Et c'est là où tous les skateurs du monde vraiment vont. Mais évidemment, la Californie reste l'endroit. Et j'ai appris récemment que c'était aussi le Japon qui était un grand pays du skate. Ouais. Je l'ignorais complètement. Un grand pays du skate, moins par ses spots, mais plus par ses skateurs. C'est-à-dire Moins parce que c'est pas un pays qui est très visité pour aller faire du skate. La Chine l'est beaucoup. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de skateurs chinois. C'est pareil, j'imaginais absolument pas ça, c'est marrant. Mais ils sont super riches en marbre et en place de 6000 mètres carrés avec des bancs en marbre et ça fait rêver tout le monde. Donc la Chine, c'est un endroit privilégié pour aller filmer. En plus, c'est un endroit qui est caché. Donc si on filme une part aux États-Unis, il y a beaucoup de chances pour que des gens le voient les films qu'on fait. Donc il y a plus trop de surprises. Aller en Chine, c'est aller se cacher complètement. Donc on a fait une tournée en Chine de 1 mois pour aller filmer justement pour une vidéo exprès. On s'est baladé dans la Chine, on a fait 5 villes et puis au final on a ramené plein de vidéos pour la vidéo They Don't Give a Fuck About Us. Moi j'ai vu ça, c'était impressionnant. Donc il y a eu quoi? Il y a eu la Chine, il y a eu le Japon, il y a eu les États-Unis. Il y a eu quoi? J'ai vu qu'il y avait d'autres pays qui brillaient aussi, par exemple le Brésil, voilà. Le Brésil beaucoup. Le Brésil, le skate c'est le deuxième sport national après le foot.
Ah oui. Donc quand on voit l'ampleur du foot au Brésil, on s'imagine ce que donne le deuxième sport national. Et j'ai jugé les compétitions au Brésil et oui, c'est très impressionnant. C'est des stades de foot, enfin, c'est l'ambiance de stades de foot. C'est vraiment très très impressionnant. Ils sont à fond. Ils ont toujours été un peu à part parce que je pense qu'au niveau économique, il y a énormément de taxes quand les articles viennent des États-Unis. Du coup, ça fait des prix très très chers. Donc ils ont développé leur propre industrie, leur marque de chaussures, leur marque de trucks, leur marque de planches. Et du coup, ils n'avaient pas trop besoin des autres. Donc ils ont aussi vécu comme ça leur a permis de se développer énormément. Et maintenant, oui, les skateurs brésiliens sont partie des meilleurs, en tout cas, font partie des plus... On en a vu un d'ailleurs en finale. Des plus respectés, oui. Qui était blessé malheureusement pour lui, mais on en reparlera. Ils sont souvent en finale, souvent et au bout, très très fort. Et la France, où elle en est avec le skateboard, au niveau par exemple des athlètes, au niveau des installations, même dans le pays. Au niveau, y a des skateparks qui poussent un peu de partout maintenant, tout le temps, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Y compris à Arcueil. Y compris à Arcueil, qui est d'ailleurs très bien. Je suis tombé sur une photo d'ailleurs de vous. Ouais. ce qui est pas le cas de tous les skateparks parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui profitent un peu pour proposer des projets aux municipalités. Et en fait, les skateparks sont nuls. Enfin, sont vraiment pas bien. Pas bien étudiés. Vraiment, c'est dommage. Mais il y en a par contre qui sont très bien. Et au niveau sportif, il y a toujours eu des Français qui étaient au top. Mais pareil, hein, le top en street et le top en compétition, c'est assez compliqué de faire les deux. Mais il y a toujours eu des Français qui avaient une très bonne image auprès des États-Unis, des gros sponsors américains, une très très grosse exposition dans les magazines, dans les vidéos. Donc ils sont bien, ils sont parmi les meilleurs. Mais après le skate, c'est pas une science exacte. Donc quand on va dans une compétition, il y a les qualifications, il y a tout un schéma de compétition pour arriver au bout. On peut être dans un très bon jour le vendredi, un super jour le samedi, et puis un jour moins bien le dimanche. Et inversement. Donc, c'est jamais la même personne qui gagne. On sait jamais si on va être qualifié ou pas. C'est très très dur. Hein. On essaie en plus, vu que le niveau est assez incroyable, les figures qui sont ici en compétition sont vraiment très très dures. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui ratent les figures. Donc un jour on est bien, on rentre ses figures super dures, on se casse bien. Un jour on est moins bien, et on a du mal à les rentrer, on se casse pas bien. Voilà. Mais le skate, une fois de plus, le gros problème des compétitions, c'est qu'on peut pas se rendre compte du niveau d'un skateur parce que quand on essaie de filmer des figures qui sont vraiment très dures, on les rentre pas en 5 coups. Hein. Des fois c'est plusieurs heures de bataille. Hein. Et du coup, ça peut pas être retranscrit dans les compétitions. Donc même si un skateur est vraiment très très bon parce qu'il a fait des figures incroyables, mais à chaque fois il passait du temps à rentrer ses figures, quand il se retrouve en compétition à devoir rentrer absolument 3 figures sur 5 pour avoir les notes, des fois ça marche pas. Mais tout le monde connaît le niveau de ce skateur-là. Mais après, le format de compétition, ça représente rarement, très peu, voire pas du tout le niveau d'un skateur dans la rue. Et j'ai découvert aussi pas mal de compétitions, notamment la SLS, que j'ai découvert. Ouais. Comment ça fonctionne ça ? Au début, c'était un skateur qui a créé ce circuit-là, qui s'appelle Rob Dyrdek, un skateur américain. Et c'était sur invitation. Il avait choisi juste les meilleurs pour venir faire une sorte de grosse démonstration en forme de compétition. Et puis ça a pris. Donc il y a plusieurs étapes dans l'année. Et puis c'est un des rendez-vous compétition la plus suivie. Ils font des compétitions dans le monde entier. Il y en a une à Paris il y a 2 ans. Maintenant, c'est par système de qualification. Il faut se qualifier ou alors on est encore invité. Mais voilà, c'est un format un peu particulier. C'est à peu près ce que j'ai dit avant. Ça représente pas vraiment le skate puisqu'on a juste 45 secondes. Alors que quand on skate, on a des runs de 45 secondes. Quand on skate dans la rue, on peut faire des runs de 1 minute, on peut faire des runs de 3 tricks. Voilà. Là, c'est vraiment, c'est un format qui est très très précis. Pareil pour les best tricks à la fin. On a un certain nombre de best tricks. On garde que les 2 meilleures notes, 3 meilleures notes. C'est assez, ça représente le skate en compétition. Voilà, ça représente pas le skate. Mais c'est quand même, il y a quand même des gros enjeux, beaucoup d'argent. Ouais, j'imagine. Dépenser beaucoup d'argent à gagner. Donc, il y a que les meilleurs qui ont accès à ces compétitions. Donc, ça fait un spectacle qui est très très bien pour le skate. On le voit d'ailleurs quand partout où ils vont, les arènes sont pleines à chaque fois. Et c'est Street League typiquement,
c'est pour les skateurs. C'est pas diffusé sur les grandes chaînes publiques, c'est que les chaînes privées. On est au courant seulement dans le circuit du skate. Personne ne sait qu'il y a une Street League à Paris, personne ne sait que la prochaine est à Tokyo, personne ne sait ça. Pour l'instant. Ouais, je pense que Street League, ça restera comme ça. Ah bon? Ouais, je pense. Ils n'ont pas vraiment besoin de s'ouvrir à plus de monde que ça. Ah. Et le bouche à oreille marche de toute manière, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas dans leur communication. Je suis pas sûr que ce soit qu'ils ont envie de s'ouvrir plus que ça. Si un jour ça marche pas, peut-être qu'ils y réfléchiront. Mais pour l'instant, moi je les vois continuer comme ça encore un moment. Ça marche assez bien. Et les X Games? Bah, du game, c'est la même chose. Ça a l'air Sauf de- que, en fait, ça marchait très bien au début. Mhm. Après, ça a un petit peu baissé. Et là, ça reprend très bien. Et la particularité des X-Games, c'est que ces compétitions-là réunissent plusieurs disciplines. Il y a le vélo aussi, BMX. Et ils font des skateparks un peu adaptés, BMX skate, skate BMX, même si c'est pas du tout la même chose. Mais ils font l'effort de moins mixer les deux disciplines pour éviter d'en avoir un à gauche et un à droite. Est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu as skaté pour la première fois? Oui, c'était juste devant chez moi, à Noisy-le-Grand. J'avais un petit trottoir et je crois que j'ai passé la soirée à essayer de le monter ou à le passer juste devant chez moi. Pas loin, mais ça, c'est un des gros avantages du skate, c'est qu'on n'a pas du street en tout cas. On n'a pas besoin de grand chose pour skater. Hein. Devant, on a un banc, dans la ville, on a une place, on a un truc à trouver une courbe. Enfin voilà, peu importe ce qu'on peut trouver sous la main dans les villes. Il y a des spots dans toutes les villes, pardon. Peu importe si c'est un spot compliqué, dur, engagé ou pas, il y a des spots dans toutes les villes. C'est ça qui est assez bien en fait. Une planche et Exactement. peu importe où on est, on descend, peut pratiquer quoi. C'est ce qui fait que ça marche aussi bien aussi, c'est qu'on a besoin d'avoir une planche et puis c'est tout. C'est juste que c'est vraiment très dur. Il y a une vraie sélection qui est faite. C'est ceux qui tombent qu'on a les carrettes, ils sont pas faits pour ça. Ceux qui tombent qu'on a les qui recommencent, je pense qu'ils vont skater beaucoup plus longtemps que les autres. Mais c'est vraiment très très dur. Il faut accepter beaucoup pour faire du skate. Et puis contrairement à ce que les gens peuvent croire, les gens pensent souvent que plus on est fort et plus on réussit de figure que quand on est moins fort, mais c'est pas du tout le cas, puisque plus on est fort, plus on fait des figures difficiles. Plus on prend des risques, plus on va vite, plus on tombe de haut. Donc plus on a de chances de se blesser, plus on a de chances de rater. De se faire des chevilles. De se faire des chevilles ou autres, ouais, parce qu'il faut que... En fait, on a une sorte de sens quand on fait du skate. On tourne la planche dans tous les sens, mais on sait de suite si elle va bien tourner, à force d'en faire, à force. Et pour tomber, c'est pareil, on apprend à tomber. Donc on se fait mal, mais on se fait beaucoup moins mal que n'importe qui tomberait. Et il faut absolument que tout soit parfait. Comme on dit, c'est 8 vis. Il y a 4 vis qui tiennent le truc avant, 4 vis qui tiennent le truc arrière. En fait, quand on plaque bien une figure, c'est qu'on a les pieds sur ces vis-là. Si on est trop en avant, on peut tomber, on peut casser la planche. Trop en arrière, on peut tomber, on peut casser la planche. Au milieu, on casse la planche, c'est sûr. Donc plaquer 8 vis, là, c'est l'assurance que le truc est fait parfaitement. Et avec des 8 vis. Exactement, 8 vis. Et ça fait un bruit quand on plaque les 4 roues en même temps et tout. Enfin, il y a plein de trucs, des petits détails qu'on remarque bien à chaque fois dans le skate. Et c'était quoi votre style à vous? J'imagine qu'il y a plusieurs styles au skate. Ouais, il y en a beaucoup. Moi, j'avais un style bien engagé, qui sautait plein de marches et qui allait vite. J'ai entendu parler du switch. Oui. Alors, donc moi, je skate naturellement avec le pied gauche devant. Donc, je suis régular. Le switch, donc moi, je fais tous mes figures dans ce sens-là. Le switch, en fait, c'est skater à l'envers. Donc, au lieu d'avoir le pied gauche devant, j'ai le pied droit devant et je fais les mêmes figures. Donc, je deviens goofy. Exactement. Merci, Mia. Et je fais les figures à l'envers. D'accord. Ce qui rajoute de la difficulté. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment un style à part entière, c'est une spécialité, Oui, tous les skateurs font un peu de switch, même si tous les skateurs ne sont pas obligés de faire du switch. Mais c'est une particularité du skate, c'est qu'on fait absolument ce qu'on veut. Effectivement, faire une figure en switch rend la figure beaucoup plus compliquée que la faire en normal. D'accord. Comment les Jeux Olympiques t'ont envoyé un message pour te dire que tu voulais venir? Alors, je ne voulais pas y aller. Figure-toi. Ah bon? Non. Non, moi j'étais d'abord juge, j'étais juge à Tokyo, donc pour la première apparition du skate au JO. Et dans le skate, j'ai occupé pas mal de postes, pendant toutes les années. Et je pensais que être juge pour la première apparition du skate au JO, c'était l'apothéose et c'était fini. Enfin, je voulais finir sur ça.
vraiment. Ah, c'est quand même une belle consécration sur le papier. Mais c'est pour ça. j'imagine. Mais c'est ce que je me disais. Je me disais, non, mais c'est dingue, quoi. Je veux m'arrêter sur ça. Je voulais pas juger d'autres compétitions. Je voulais juste que le dernier. Ça s'est pas passé comme ça. Non. Je voulais que mon dernier souvenir en skate soit celui des Jeux de Tokyo. Donc, je suis rentré à l'époque, j'étais graphiste, parce que j'ai fait des études d'art graphique. Donc, graphiste, c'est ça? Graphiste chez TF1, exactement. Donc, après Tokyo, je suis rentré travailler, et puis la vie a repris son cours. Et la fédération donc m'appelle pour un skate, et qui me dit, voilà Stéphane, on voulait te parler. Il y a les Jeux de Paris qui approchent, tu dois être au courant parce que c'est dans ta ville. On a eu des candidats, mais on ne sait pas trop si on veut travailler avec eux. On aimerait bien être sûr de notre choix et en fait, on aimerait bien que tu postules. Parce qu'on aimerait bien travailler avec toi sur les Jeux de Paris. Tu connais cette ville, tu connais ses contraintes, tu connais le milieu. Donc voilà, on s'est dit que tu serais la bonne personne pour travailler avec nous. Jusque-là, moi, j'avais jamais organisé de compétition à part entière. J'avais aidé les petites compètes ou des petits événements. Et là, moi déjà, ça me paraissait beaucoup trop gros de me laisser l'organisation des Jeux, ce que j'avais jamais fait. Et puis, c'est les Jeux, quoi. C'est pas une petite compète. Non. Je me posais des questions, je me disais, mais je pars dans un piège. Parce que est-ce que je vais avoir les épaules pour le faire, quoi. En gros, c'était ça. J'ai dit, bah, écoutez, j'y réfléchis, je vous rappelle. Et bon, j'étais toujours dans l'optique de dire non parce que j'étais à TF1 et puis j'aimais ce que je faisais, j'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie de bouger. Mais quand même, ça me faisait plaisir qu'il fasse appel à moi, forcément. Ça flatte toujours. Mais je voyais toujours ça trop. Enfin, pour moi, c'était beaucoup trop gros. Voilà, je me sentais pas capable de prendre ce poste et d'assurer. Mais en même temps, je savais pas de quoi j'étais capable parce que je l'avais jamais fait. Mais commencer par les Jeux, c'est un petit baptême. Mais vous avez pas proposé d'assistance, Non, que moi. Ouais. Et donc voilà. Ma mère était là à cette époque-là, donc j'en ai parlé. Elle me disait, tu te rends compte quand même. Mais pourquoi? Parce qu'ils prenaient le skate à la légère, ils se disaient, oh, c'est un petit truc de rien du tout à organiser, enfin... Non, comment ça se fait de la fédération? Oui. Ah non, ils savaient très bien ce que c'était organisé. Ils organisaient des compétitions toute l'année, c'est eux qui ont organisé Tokyo. Bah, c'est ça qui est étonnant. Ils savaient très bien ce que c'était, mais pour eux, j'étais capable de le faire. Comme je disais, ma mère était là, et puis même ma mère me disait, TF1 quand même, quitter TF1, t'as quand même un bon boulot, tu pars dans l'inconnu, dans 2 ans, dans 3 ans, tu te retrouveras sans travail. Donc voilà, puis en réflexion faite, je me suis dit, franchement, c'est l'occasion d'une vie. D'accord. Je reverrai pas dans ma vie les Jeux Olympiques à Paris. Je n'aurai pas la chance de les organiser. On me reproposera pas ça 2 fois. Donc je dis, bah écoutez, je le fais. Enfin, je postule. Parce que il m'aurait pas le boulot, il me proposait de postuler. Donc j'ai postulé et j'ai été pris. Voilà. Pas étonnant. Bah, pas étonnant, je sais pas moi, mais je sais pas. Mais bon, voilà, tout ce que j'ai fait dans le skate, en tout cas, ça leur a plu au comité d'organisation. Il leur a plu, et puis je suis bilingue, et puis voilà, j'ai une certaine expérience dans ce milieu-là que je connais par cœur. Je suis très très proche de la fédération avec qui je m'entends très bien, ce qui est très 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 important. Donc, j'étais engagé. Et puis après, j'ai commencé à bosser, et puis au début, moi, j'ai vraiment l'impression que je rentrais dans un cadre très très strict, surtout étant le skateboard qui est un milieu quand même, un sport qui est quand même très nouveau, qui est très rebelle, avec des codes qui ressemblent pas du tout aux autres sports. Donc puis moi j'ai un peu de mal, c'est pas que j'ai un peu de mal, c'est que je ne veux pas travailler avec des contraintes. Si quelque chose ne me convient pas, je fais pas l'effort de travailler. Moi, je change de suite. Il faut que tout me convienne. Donc voilà, j'avais un peu peur de ça. Je me suis dit, je vais vouloir faire des choses qui vont pas vouloir, alors que moi, j'ai ma manière de penser à moi qui est une manière de penser comme un skater. Donc si je pense qu'il faut faire ça, c'est que c'est juste. Donc si on me dit, non, on fait pas ça, parce qu'on fait pas, il faut faire ça comme ça va pas du tout me plaire. Donc j'étais un peu entre 2 eaux, parce que je pensais vraiment que ça allait se passer comme ça, qu'on allait mettre énormément de barrières, qu'on n'allait pas m'écouter, ou... En fait, c'était pas du tout ça. En fait, j'étais avec des gens qui écoutaient vraiment tout ce qu'on leur disait sur tous les sports, et qui respectaient
nos avis, qui respectait nos choix, qui respectait nos décisions. J'étais très très impressionné par la liberté qu'on avait de gérer nos sports. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais une manager qui a une grosse expérience, qui est québécoise, qui a une grosse expérience dans l'organisation d'événements. Et puis quand on parlait de ça, parce que des moments on n'était pas d'accord forcément, puisque le skate n'est pas géré comme les autres sports, elle me disait, tu mets ton sport, j'y comprends rien. Et ce qui est vrai. Donc elle pouvait que m'écouter, puisque Par exemple, quel genre de demande? Oh, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, mais la manière de gérer une compétition, elle me dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas fait comme ça? Je fais, parce que dans le skate, c'est fait comme ça. Voilà, ce genre de discussion, des fois, tu mets ton sport, j'y comprends rien. Voilà. Donc, ouais, je fais, tu mets, j'y comprends rien. Mais ça t'arrête bien, hein. Mais bon, j'y comprends rien. Dans les skates, Jeux Olympiques, tu travaillais aussi sur le BMX. Oui. Alors pourquoi le BMX alors que c'est pas du tout ton domaine? C'est tout à fait vrai. Mais j'ai fait du BMX au début quand je faisais du skate. Et moi, je faisais de la course. Et pourquoi moi j'ai été choisi? Déjà parce qu'ils voulaient un spécialiste skate, mais qui connaissent aussi le BMX. Donc comme moi, j'ai fait énormément de démonstrations, j'ai organisé aussi des événements skate et BMX. J'ai toujours été proche de ce sport-là, j'ai toujours adoré ce sport-là. Ils ont vu que j'étais pas non plus complètement largué quand je parlais de skate. Et puis de toute manière, de BMX, pardon. Et quand on organise un événement skate et BMX, l'avantage de la Concorde, donc la page de la Concorde, c'est là où il y avait les compétitions de skate et BMX notamment, les espaces étaient partagés. Les espaces de vie étaient en commun entre le skate et le BMX. Et du coup, gérer ça pour les skateurs et pour le BMX, c'était pas un problème pour moi. Ça me dérangeait absolument pas. Et donc, ils ont fait le pari de me prendre moi, parce qu'ils voulaient pas un spécialiste BMX, ils ne connaissent pas bien le skate, ils voulaient un spécialiste skate qui connaisse le BMX. J'imagine que les deux univers sont un peu liés, il y a peut-être une certaine mentalité. Exactement. Les deux univers ont toujours été très, très, très proches. Parce qu'on disait qu'avec une planche, on peut pratiquer dans la rue, mais j'imagine qu'avec un BMX, c'est la même chose. Exactement en fait. Pareil. Et il y a des sports qu'on peut pas mélanger. Roller et skate, par exemple. Ah, trottinette et skate. J'aurais pas dit ça, moi. Faut Comment ça surtout pas les mélanger. Mais BMX et skate, ça ne pose aucun problème. Et pour quelle raison? J'ai mes raisons. C'est juste que, en fait, dans le skate, il y a énormément de respect. Quand on va dans un skatepark, en fait, nous, skateurs, on a une vision qui est très élargie. Donc, avant d'y aller, on fait attention de voir qu'il y a une autre personne qui y va. On attend de voir qu'il y a une personne qui sort avant de pouvoir skater, ce qui n'existe pas dans d'autres sports. Et ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup d'accidents. Donc, mais dans un skatepark, des BMX et des skateurs, il y aura zéro problème, zéro accident. Intègre les trottinettes, intègre le roller, il peut y avoir des problèmes. D'accord. Parce que il y a ce genre de respect et cette attention aux autres qu'ils n'ont pas. Et moi, même moi, en faisant très très attention, j'ai eu des accidents avec des rollers et des trottinettes juste parce que ils font pas attention. Ils partent au même moment, ils descendent quand on monte, ils montent quand on descend. Enfin, des trucs incroyables, mais il y a juste ça à apprendre, juste le respect de l'autre. Ça peut vite provoquer des grandes chutes. Exactement. Alors que les riders BMX savent que les vélos sont très dangereux, du coup, ils font encore plus attention à leur environnement. Mais j'étais en vacances et il y avait plein de skateparks et papa il avait ramené sa planche et du coup il est parti skater avec mon frère et moi je faisais du skate, toute la trottinette, je sais plus, et il y avait plein de jeunes qui se faisaient renverser et tout, et il y avait des rollers sur la route et tout, il y avait plein de trucs comme ça. Ouais, mais les trottinettes, le mélange de trottinette skate dans un petit endroit, c'est assez compliqué. Mais ça dépend des trottinettes normales et des trottinettes freestyle ou Non, peu importe. C'est globalement. Je dis pas tout le monde, il y en a qui font très attention. Mais globalement, surtout quand on voit les parents qui emmènent leurs petits-enfants en plein milieu des skateparks et qui s'assiedent et qui les laissent faire, ils se rendent pas compte du risque. Je descends d'une courbe, le gamin déboule, je rentre dedans, mais ils se rendent pas compte du risque vraiment. Et souvent, en plus, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que on se fait engueuler parce qu'on est rentré dans le petit. Parce qu'on n'a pas fait attention au petit, alors que c'est le petit qui fait des X et des Y au sol depuis X temps et qui fait pas attention à ce qu'il y a autour de lui. Quand on fait du skate, on va très vite. Et des fois, quand on est sur une direction, il est dur de changer à la dernière minute.
D'où l'idée de mixer donc le BMX et le skate. Oui, dans deux endroits différents, enfin dans deux Mm. parcs différents, mais en tout cas qui partagent les mêmes espaces. D'accord. Est-ce que vous deux, vous pensez que le skate électrique, le trottinette électrique, les rollers électriques et les vélos électriques peuvent être dans des skateparks? Bah non, bien sûr que non. Bah non. Quoi? Mais parce que Les c'est pas. rollers, peut-être que oui. Mais à quoi ça sert des rollers électriques? Aller plus vite. Déjà, la conception de roller électrique, c'est un truc que je comprends pas. Non, moi je dis non. Non, parce que justement, quand tu es entouré de skateurs et de trottinettes ou autres, il faut que tu contrôles ta vitesse et que tu maîtrises ta vitesse. Les trottinettes électriques vont jusqu'à 25 km/h. En plus, elles sont lourdes. Mm. Ce qui est déjà Quand énorme. quand tu rentres dans une trottinette électrique à 25 km/h, ça peut faire super mal, ça peut être super dangereux. Donc non, je suis complètement contre le truc électrique dans les skateparks. Déjà, faudrait essayer de faire des figures avec un skate Mais électrique. il y en a, oui, enfin, le skate électrique, c'est plus pour se déplacer, même si c'est super dangereux. Mais tu peux pas faire de figure avec, c'est trop lourd. C'est pas du tout adapté, c'est pas fait pour. T'as une petite télécommande à tenir, Ouais, t'avances. Et alors donc l'organisation, comment ça s'est passé? Ça s'est bien déroulé? Ça s'est très très bien déroulé, ouais. C'est vrai. Ouais, c'était très naturel. Très naturel parce que j'ai occupé plusieurs postes qui m'ont permis d'apprendre énormément sans m'en rendre compte. Et puis finalement, j'ai utilisé tous les postes que j'ai occupés pour organiser les jeux. Donc quand il fallait se mettre du côté de la Fédé, vu que j'avais été juge depuis plusieurs années, je savais ce que la Fédé voulait. Quand j'avais des questions, je les appelais, Fédé internationale. Je les appelais pour leur poser des questions. Mais j'avais très envie de me débrouiller tout seul, donc de tout faire tout seul. Et de pas faire appel à eux, sauf cas extrême, ou si vraiment j'en avais besoin. Quand il s'agissait des skateurs, comme j'étais skateur, j'ai fait les compétitions, je me suis déplacé, j'ai vu comment ça se passait, donc je savais ce dont ils allaient avoir besoin. Déplacement, tous les espaces. Enfin voilà, pour moi c'était des décisions. Une organisation qui était très naturelle. Même si au début, quand je suis arrivé, j'ai pris un tsunami de dingue. Parce qu'on m'a tout refilé du jour au lendemain. Tout le La skate, patate chaude. Ah ouais, c'était impressionnant. Le temps de m'organiser, j'ai mis un petit moment. Mais après, une fois que tout était bien organisé, j'avais bien pris la position du poste et du périmètre. Tout s'est très très bien déroulé, exactement comme je pensais qu'il fallait le faire. Mais alors, vous êtes occupé de la partie street et de l'autre? Ou juste de la partie street? Non. Parce que l'autre, j'ai noté, donc c'est la partie ball, c'est ça? Ball, ouais, exactement. Non, je s'occupais de tout. De skate, street, ball et du BMX. D'accord. Voilà. Freestyle, les trois, sur la place de la Concorde. Et ça va on travaille évidemment avec les autres services, mais ça va placer les agents de sécurité. Pourquoi les placer là? Faire les parcours du public, les parcours des officiels, les parcours des skateurs et des riders BMX. Placer les infirmiers, gérer la nourriture, gérer les livraisons de glace, gérer les transports, gérer le nettoyage, gérer l'approvisionnement de nourriture quand nécessaire. C'est pas juste mettre des gens dans un skatepark, faire les designs des skateparks, faire le calendrier de montage, gérer le calendrier de montage, c'était faire le design, mais en plus tous les décors autour, tous les dessins qu'il y a autour, tout ça aussi, il fallait les gérer, il fallait tout valider. Fallait s'occuper des fédérations aussi, parce qu'ils ont des espaces à eux, leur arrivée, leur hôtel, l'acheminement, c'est toute une chorégraphie. les accès. Il y avait beaucoup de choses à régler, mais franchement, il est tellement pris en avance et c'était tellement bien organisé que ça s'est très bien passé, très 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 bien. Là, on était prêts. On était super prêts. On avait juste qu'une hâte et que ça commence. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension sur tout le travail qu'il faudrait faire pour organiser la compétition avant de postuler, avant d'être pris. Et finalement, une fois que j'ai commencé à bosser, j'avais un peu oublié tout ça, quoi. Je voulais juste l'organiser du mieux possible. Et puis, j'avais une super envie de travailler. L'équipe était super bien. L'organisation était top. Non, c'était des moments incroyables et uniques. Et c'est exactement, ça suit la réflexion que j'avais avant de
de postuler. C'est juste que c'était un moment unique à vivre dans une vie et c'était exactement ça, quoi. Puis j'imagine que quand on a participé à des compétitions, on arrive à comprendre peut-être les attentes des athlètes. Ouais, c'est exactement ça. En fait, la particularité de la plage de la Concorde, c'est qu'on travaillait pas on travaillait pas sur du concret, on travaillait que sur des plans et sur des prévisions. Parce que quand on travaille à l'Accor Arena existe. Quand on travaille au Parc des Princes, le Parc des Princes existe. Donc c'est facile d'aller voir et de se projeter. Alors que nous, c'était que sur des plans 3D pendant très 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 longtemps. Donc il fallait vraiment que tout soit nickel pour qu'une fois que la plage de la Concorde prenne vie, et qu'on ait bien calculé nos coûts, quoi. Donc on a eu, moi je me souviens, je sais pas, les 3 dernières semaines, je crois, je vérifiais toutes les lignes d'Excel, toutes les commandes, toutes les dates pour m'assurer, parce que j'étais persuadé que j'avais oublié quelque chose ou qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je pouvais pas croire que aussi loin des jeux, on soit aussi près. Donc j'ai fait que ça. J'ai révisé toutes les faits qu'on a fait, toutes les commandes, les arrivées de telle personne, jour, heure, minute. Parce qu'on travaillait vraiment tous les jours à la limite à la minute pour de vrai, de 6h du matin jusqu'à 23h, pendant 3 semaines à la minute. Donc tout ça à réviser pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de trou dans la raquette, que les bus arrivent à l'heure, que les skateurs soient là, que ça commence à l'heure. Tout ça dans Paris. Tout ça sur la place de la Concorde. C'est-à-dire qu'avant Paris, c'était un bassin d'eau pour les dinosaures. Ça, c'était bien avant ça. Puis vous étiez attendu au tournant. Je parle notamment de l'organisation des JO. On en a énormément parlé. Ça a été très critiqué pour au final, je pense, être validé par la plupart des gens. J'espère que c'est validé par tout le monde, ouais, parce que moi j'ai pas entendu grand monde en dire du mal, que ce soit du skate, parce qu'il y a beaucoup de détracteurs de skate, très très virulents. Qu'est-ce qu'ils tiennent comme discours, par exemple? Eux, ils aimeraient bien ils refusent que le skate s'ouvre aux autres et soit pris en charge par le CIO notamment, que ça devienne très institutionnel et qu'il y ait des règles à respecter, parce que du coup, les skateurs qui entrent sur ce circuit-là, forcément, ils sont contrôlés pour l'antidopage. Donc ça veut dire plus droit de fumer, plus droit de rien faire. Sinon, ils sont disqualifiés. Évidemment, ça demande une certaine hygiène. Maintenant, ils font partie de l'équipe de France. Du coup, ils ont un coach. Ils ont des entraînements, alors qu'avant, on appelait ça des sessions. Maintenant, ça s'appelle des entraînements. Répéter des figures pour arriver dans les compétitions des meilleurs. Voilà. Donc, ils sont contre ça. Ils veulent que le skate reste, je vais pas dire de bêtises, mais reste très rebelle, très dans la rue, avec des petits événements. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est ce qu'ils ont du mal à comprendre. Et en plus, je trouve, moi qui suis un peu de l'extérieur et qui ne connais pas vraiment l'univers du skate, je trouve que déjà, c'est quand même une belle victoire d'avoir su mettre en place à la fois le ball, donc qui est un peu le skate plus classique, et le street. Ces 2 épreuves présentes au JO, c'est déjà une grosse victoire. Ah mais oui, moi je suis entièrement pour, évidemment. Moi c'est l'évolution du skate. Le skate, on a le choix. Comme j'ai dit, on n'est pas obligé de participer à ce circuit pour exister. Donc ceux qui veulent pas et qui veulent continuer à skater comme ils l'entendent, qu'ils le fassent, c'est très très bien, puisque tu mets ça représente 99,9% des pratiquants. Mais pourquoi empêcher ceux qui ont envie de le faire, vu qu'en plus ils font partie des meilleurs, de le faire. C'est partie de l'évolution du skate et l'ouvrir au plus de personnes possible. C'est le plus grand événement sportif de la Terre. On est vu par des milliards de personnes. C'est une vitrine, une manière de promouvoir le sport fantastique. De créer des vocations, de faire les gens... En plus, on voit que c'est ouvert à vraiment tous les âges. On voit dans le foot, il y a des limites d'âge. Dans la gymnastique, il y a des limites d'âge. Le skate, il n'y a pas ça. La championne olympique a 13 ans. Justement, donc, ça, j'ai été très étonné de voir ça, en voyant notamment les finales des dames. Je dis des dames, mais en fait des filles, parce que la plupart, ils ont 13, 14, 15 ans. Ils sont très très jeunes, ouais. Comment ça se fait, ça? Mais parce que le skate a toujours été très très masculin, historiquement. Et c'est seulement depuis peu que la scène fille émerge. Et évidemment, ça donne envie à des personnes de skater, vu que il n'y a pas eu cette génération de skateuses. Enfin, il y en a une, mais vraiment très peu, de trentenaires
ça n'existe pratiquement pas. Donc la nouvelle génération qui s'est intéressée au skate, en prenant comme exemple la génération précédente, et ben c'est celle qu'on voit maintenant. Donc elles vont continuer à grandir. Je dis 13 ans, mais bon, elles sont plus âgées maintenant. Mais à Tokyo, elle avait 13 ans. Ouais. Donc à Paris, elle a forcément 16 ans. Enfin, elle s'est pas qualifiée, mais celles qui avaient 13 ans à Tokyo, elles ont 3 ans de plus. À Tokyo, à Los Angeles, elles auront encore 4 ans de plus. Donc ça va grandir et puis ça va finalement se stabiliser exactement comme les garçons, où elles auront un âge un peu plus mature. Surtout quand on voit leur niveau déjà, à 13 ans, elles sont incroyables. C'est écœurant. Et puis c'est pas seulement leur niveau, c'est de les voir elles, parce que elles sont minuscules quand on les voit en vrai. Minuscules, mais avec une telle confiance. Je pense notamment à la brésilienne qui est arrivée, elle était à la maison. Ouais, le public brésilien l'a poussé beaucoup. Mais d'ailleurs, il y avait une très très belle ambiance. Je pense notamment à l'américain, à ces jeunes qui avaient commencé, de street je parle, qui avaient commencé par, je crois, 2 échecs. C'était au moment des figures, des best tricks. Et il était vraiment au fond du trou. À ce moment-là, le public commence à vraiment se réveiller, à pousser la voix pour essayer de lui donner de la force. Hop, il se relance, il redémarre et je crois qu'il finit hyper bien classé au final. Ouais, il finit médaille de. Je crois qu'il est d'argent, et il semble, je sais plus, mais de bronze. Ça dépend quel américain, parce qu'il y a un japonais qui gagne et 2 américains. C'est ça, mais l'américain qui blond. était un peu en favori. Ouais, il me semble que lui finit en bronze. Lui. Ouais, on finit en bronze, ça. Donc tu parles de. Et ce qui est aussi bien dans ce sport-là, c'est que les skateurs viennent voir du skate. Ils viennent pas encourager un pays, ils viennent pas encourager un skateur. Ils ont des skateurs préférés, mais en fait, ils sont contents dès qu'une figure est faite. Et si quelqu'un a besoin d'être encouragé, ils sont tous à encourager. C'est pas comme le basket, le foot, où on a clairement son équipe, clairement ses joueurs, et on n'encourage surtout pas les autres, mais plutôt là à les insulter, à leur siffler, à les siffler. Et ça a aussi surpris les gens de l'organisation. Parce que la question qui m'était posée, c'est s'il y avait énormément de pression ou d'attente par rapport à l'organisation. Il y en avait comme tous les autres sports. Peut-être un peu plus parce que c'était encore, le skate n'est pas un sport officiel. C'est encore un sport qui est additionnel, qui coûte très cher aussi. Donc on devait de toute manière bien faire. Et puis je reviendrai après sur la question, mais on avait un site, la Concorde, qui était particulier. Donc c'est la première fois dans l'histoire des jeux qu'il y a un site comme la Concorde, donc qui est ouvert tous les jours. Généralement, quand une compétition est terminée, le site est fermé. Quand il n'y a plus de judo, il ne se passe plus rien. Et ben nous, tous les jours, on avait de l'animation, des activités, et pour que les gens puissent venir. Donc on a eu plus de 300 000 personnes qui ont pris leur billet, qui sont venus voir des démonstrations, des initiations, de la musique, des DJ, de la danse, des compétitions, des entraînements. Enfin voilà, on fait en sorte de les occuper du mieux possible. Je sais plus si c'était le basket ou le breakdance qui a été changé. Quand les battles de basket, ils étaient finis, ça s'est transformé en battle de breakdance. Oui, exactement. Oui, il y a une transition Du coup, il y avait un nouveau logo et tout. En fait, moi, j'avais trois arènes, entre guillemets. Donc, j'avais 3 parcs. J'avais le parc de le ball, le street et le BMX freestyle, qui étaient bien séparés. Donc, il y avait la compétition de street sur le street, compétition de ball dans le ball, BMX freestyle sur le parc de BMX freestyle. Donc, il y avait une 4e arène où il y avait le basket 3-3 au début. Et ensuite, il y avait la transition pour pouvoir accueillir le break. Alors que moi, justement, une fois que les compétitions étaient terminées, sur le street, par exemple, vu que le street, c'était les premiers jours des jeux, on a gardé le skatepark sur place pour pouvoir permettre d'inviter des personnes pour venir faire des démonstrations. On a fait des démonstrations de personnes handicapées qui faisaient du skate. J'ai des démonstrations de la scène française qui venaient faire du street. Ils avaient quel handicap, par exemple? Il y en a qui ont des prothèses à la jambe, il y en a qui sont aveugles. C'est vrai? Qui font du skate. Wow. Il y en a qui ont des aides mécaniques sur les deux jambes parce qu'ils ont du mal à se déplacer. Il y en a qui n'ont pas de jambes qui font du skate. Il y en a qui ont un bras en moins. Donc, comme on peut pas encore faire de para-skate, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas assez d'handicaps similaires pour pouvoir faire des vraies compétitions, et on les a rassemblés tous pour qu'ils puissent au moins skater devant tout le monde. Et là, ces jours-là, quand on avait un billet pour le parc urbain, comme ça qu'on appelait la Concorde, les personnes qui étaient détenteurs de billets parc urbain avaient accès aux tribunes pour regarder les démonstrations et les entraînements. Pas les compétitions, mais démonstrations, entraînements. Ils avaient accès aux tribunes. Les tribunes étaient pleines tout le temps. J'imagine. Moi, j'ai invité des copains parce que en fait, je me disais quand même que je les fasse profiter un peu.
Donc j'avais été 3 copains à venir skater. Puis quand ils sont arrivés, c'était surpris de voir qu'il y avait 6000 personnes dans les tribunes et ils s'attendaient pas à ça. Et ça les a bloqués. Parce qu'ils ont pas pu skater du tout. Ça m'a tellement fait rire. Je leur avais pas dit forcément, mais bon, pour moi, c'était, venez skater, on faisait des démonstrations ensemble, on a skaté super longtemps ensemble. Pour moi, ils voulaient juste skater. Et effectivement, ils étaient très très impressionnés de voir tout ce monde qu'il y avait. Donc c'est que ça marchait quand même très très bien. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est le skate qui est à la Concorde et pas, par exemple, autre part? Mais il y a eu ce débat, parce que ça plaisait pas à certaines personnes que les skateparks soient éphémères, parce qu'évidemment ils sont montés sur la place de la Concorde, ils peuvent pas rester sur la place de la Concorde. Mais avant que j'arrive, les études ont été faites d'organiser des compétitions sur un autre site de skate. Donc ils sont allés visiter plusieurs skateparks, notamment celui de Shell, qui est un skatepark couvert, très grand, avec un bowl à l'extérieur, un street à l'intérieur, qui aurait pu convenir. Sauf que, une fois de plus, c'est pas une petite compétition de quartier. Il faut installer un paquet de bâtiments, des infrastructures, des tribunes de 6000 personnes, voire plus. Et c'était impossible de le faire à Shell. Donc, ils ont pris la décision de rassembler les sports urbains, qui ont à peu près la même souche. Tous ces sports-là ont commencé dans la rue, finalement. De la rassembler à la place de la Concorde et de faire le parc urbain, donc toutes les animations hors compétition autour de ces sports-là. Donc, dans cet univers, donc, vu qu'il y a le breaking, il y avait aussi du graffiti, il y avait des compétitions, des démonstrations, des initiations de skate, de danse aussi pour ceux qui voulaient essayer, avec des danseurs, de DJ. Enfin voilà, tous ces univers-là étaient mis en avant. Et c'était le hip-hop. C'était le hip-hop, exactement. Et donc c'est le thème du parc urbain. C'était tous les sports urbains et les histoires et les souches qui partent de ces sports-là ou de ces disciplines. Je fais juste une petite parenthèse, mais en gros, le skateboard, finalement, il est lié à quel univers musical? Plutôt au hip-hop ou au rock? Non, à tout. C'est ce que j'ai cru même, comprendre. Même électro, même ce que tu veux. Mais en fait, Au jazz plutôt. Même jazz, il y a Jazz. Oui, non, mais tout. Il y a tellement de skateurs qu'il y a autant de styles de musique qu'il y a de skateurs. Chacun écoute les musiques qu'il veut. Donc, quand on décide de faire des vidéos, chacun choisit sa musique. Donc, il y a des coups complètement différents. D'accord. Puis il y a des styles qui vont plus à certains styles de musique, des styles de skate qui vont plus à certains styles de musique. Et puis il y a des skateurs qui préfèrent du rock des années 60. Il y en a qui préfèrent de la musique électro. Il y en a qui préfèrent du hip-hop, beaucoup. Il y en a qui préfèrent du rock, beaucoup. Mais il y a de tout. Pareil. Dans une vidéo, il peut y avoir tous les styles de musique. Mais c'est très très apparenté au hip-hop. Les pantalons larges et tout ça. Alors qu'il y a aussi ceux qui écoutent du rock et qui s'habillent même de manière complètement différente. Avec les mêmes marques, mais de manière complètement différente. On a vu d'ailleurs Snoop Dogg qui est venu voir la finale. Exactement. Et, Qui est parti en plein milieu, pas cool. Ouais, Mais, il devait pas rester. C'est normal, il devait se balader d'un site à l'autre. ça aussi, pour l'organisation, ça devait être un peu... Pour moi surtout, parce que c'est moi qu'on appelait pour gérer tout ça. Tous ceux qui arrivaient sur la plage de la Concorde, que ce soit les joueurs de NBA, quand ils venaient sur le street, ou le BMX, que ce soit sous Snoop Dogg, ou les musiciens, les acteurs qui sont venus, parce qu'on en a eu un paquet quand même. Ouais. Fallait s'assurer qu'ils aient la sécurité autour d'eux, qu'ils puissent s'asseoir. Et notamment Snoop Dogg, c'était assez compliqué parce que il faut pas que les gens le voient. Et il est venu pendant la compétition, donc il fallait pas qu'il parte pendant qu'il y ait quelqu'un qui skate. Donc c'est moi qui gérais ses gardes du corps à lui en disant vous bougez pas, vous restez là tant qu'il skate. Enfin voilà, il y avait un truc à gérer. Mais c'était que l'improvisation à la dernière minute. Évidemment, ils préviennent pas, ils préviennent une demi-heure avant. Mais finalement, c'est très bien passé. C'est d'ailleurs très marrant qu'ils viennent et puis de devoir gérer ce genre de trucs. T'avais une autre question? Ah oui, si papa, par exemple, s'il faisait du skate, moi je dis que dans ses oreilles, il y aurait du hip-hop et du jazz. Tu confirmes? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais moi moi j'aime un peu tous les styles de musique. Enfin. À part le rap. Pas les musiques gazo et tout. Ah oui, le rap de maintenant, oui, je comprends plus trop, mais non, Peut-être moi, le rap français surtout. Rap français de maintenant. Mais moi, j'aime des musiques, j'aime du rock quand les musiques me plaisent, j'aime de l'électro quand les musiques me plaisent. Je suis absolument ouvert à tout, mais oui, je suis très jazz et hip-hop. Mais dans l'appart d'I Don't Give a Fuck About Us, j'ai une musique qui ressemble un peu à de l'électro, qui est absolument parfaite. Enfin voilà, rien ne me dérange. Moi. Je suis pas cantonné à dire non, il me faut du hip-hop, il faut machin. Je m'en fiche un peu. J'ai eu d'ailleurs une part, la part C'est la vie où c'est un musicien, un copain de ma mère qui est guadeloupéenne,
qui joue du gros cas, donc des tambours, Ok. des tambours antillais. Donc voilà, je joue vraiment. Et pour les prochains JO, alors, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on espère quand on est un ancien pro? Que ce soit traduit en français. Bah, c'est un peu dur à dire parce que bah, moi j'ai l'impression que tout roulait, donc il n'y a pas grand-chose à C'est le améliorer. cas de le dire. Ils vont le faire à leur manière. Nous on l'a fait à notre manière, Mm. avec des monuments partout et des bâtiments historiques qu'ils n'ont pas eux, donc ce sera différent. Mais on a eu des émissaires de Los Angeles qui sont venus voir le skate. Ils ont été très impressionnés par toute la mise en place, l'organisation et les idées qu'on a eues, de tout mettre au même endroit. Mais j'imagine qu'ils vont vouloir rivaliser. Ah bah bon courage, mais ils vont vouloir rivaliser, ouais. On sait déjà quelque chose sur Los Angeles, ça va être différent. Sur l'organisation, ça va être complètement différent. Mais en tout cas, ils avaient un projet avant de venir à Paris, qu'ils ont abandonné en quittant Paris. D'accord. On Parce peut savoir qu'ils- lequel? Non. Parce qu'ils s'attendaient pas à voir ce qu'ils ont vu à Paris. Donc ils ont été D'accord. très impressionnés. Ah. Du coup, il fallait qu'ils revoient eux leur projet à la hausse pour rivaliser. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on les c'est a une super bonne impressionnés. nouvelle. Ah non, très très bonne nouvelle. Moi, je les voyais, les émissaires, même ils venaient nous parler, ils avaient des étoiles dans les yeux. Hein. En disant, mais ce que vous avez fait, c'est incroyable. Comment on va faire pour faire aussi bien que vous Vous nous mettez une pression de dingue. Mais c'est aussi comme ça qu'on progresse et qu'on évolue. Hein. Le cadre était au rendez-vous, le public, l'organisation, les athlètes. Moi, là, je regarde jamais le skate. Avec des amis, on a regardé la finale. On a été sous le J'avais choc. vibré aussi. Au début, on comprenait pas tout ce qui se passait, mais on a eu un peu le même sentiment durant des épreuves, par exemple, le plongeon synchronisé. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder à la télé, mais au fur et à mesure, on commence à comprendre. On commence à se dire, ah, lui, en fait, là, il vient de faire une figure qui a l'air un peu plus dure. Ah, on commence à comprendre, à anticiper que l'athlète va avoir une meilleure note que l'autre, etc. Et c'est là où on commence à prendre du plaisir et à se dire, mais ce sport, en fait, est super. Et moi, personnellement, j'ai pris une grande claque en visionnant ces finales-là, quoi. Bah c'est plaisir à entendre, mais c'est vraiment très plaisir à entendre parce que effectivement, on nous avait prédit l'enfer hein, avant les Ouais, Jeux. Hein. ouais. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais ce qui est marrant, c'est que au comité d'organisation, on lisait ce que les gens se disaient sur nous. Et en fait, je disais, mais 90% des trucs sont faux. C'est Ah. incroyable. Je sais pas d'où ils sortaient ces rumeurs ou ces trucs, mais je sais pas ce qu'ils voulaient faire croire aux gens. D'ailleurs, ça a réussi parce que tout le monde paniquait et ils s'imaginaient que la Terre allait s'effondrer pendant les Jeux. Tout le monde est parti. Et bah, tant mieux. Merci beaucoup Ouais. d'avoir libéré Paris. Mm. Parce que du coup, c'était une vraie fête pour tout le monde. Et du coup, moi, tous les gens qui sont partis le regrettent. Hein. Et tous les gens qui étaient contre, je les entends plus. Parce que il y a pas grand chose à dire qui s'est mal passé. Donc, On a vu dans pas mal de médias qu'il y avait pas mal de Parisiens qui voulaient revenir au final parce Ouais. qu'ils étaient déçus de se dire oh non en fait je suis pas présent pour cet Ouais, événement mais qui rayonne. je trouve ça dingue, moi, d'avoir cette manière de penser à se dire, tout le monde n'aime pas le sport pareil, mais moi, quand j'ai pris les billets, j'ai pris les billets pour n'importe quel sport. C'est juste les Jeux, faut aller voir. Peu importe. J'ai pris des paras, j'ai pris pour les Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques, quoi. C'est une fois dans une vie. Les derniers Jeux, c'était il y a 100 ans à Paris. Faut les vivre, même si on n'aime pas le sport. Au moins, ne serait-ce que d'aller dans l'ambiance. Il y avait une ambiance dingue partout. C'est un truc que je comprends pas. Mais voilà, tant mieux, hein, les gens. C'était les vacances aussi, ils ont le droit d'en profiter. Mais ils ont aussi le droit de le regretter. Déjà à la cérémonie d'ouverture, je pense qu'il y en a pas mal qui ont commencé à ravaler leur langue. Et ouais, mais ne serait-ce que ça, parce que tout le monde disait que ça n'allait jamais se produire. Tout le monde disait que les triathlètes n'allaient jamais nager dans la Seine. Finalement, tout a marché, tout s'est réalisé sans aucun problème. Malgré la pluie et tout, mais moi, c'est ce que je disais avant, quand on me posait la question, je disais, mais vous vous rendez pas compte à quel point on est prêt. Vous vous en rendez même pas compte. Parce que si on écoute les médias, ça va être une catastrophe. Et non, c'était juste génial parce qu'on était juste super prêts. Mais même au niveau de la place de la Concorde, on a eu des petits ennuis, mais tout a été réglé, mais de manière tellement transparente. L'équipe que j'avais était tellement géniale, tellement motivée. Mais c'était un bonheur.
C'était un plaisir. Moi, je leur avais dit avant la compétition, je reviens un petit peu en avant, excuse-moi, le jour où je suis arrivé, où j'ai été engagé, j'ai déjeuné avec la directrice des sports, qui m'a dit, moi, le jour de mon anniversaire, je viens boire un verre de champagne avec toi, parce que normalement, tu dois rien avoir à faire. Et ça, je m'en suis souvenu. Je m'en suis souvenu, donc je me suis arrangé que l'équipe que j'avais recrutée, donc qui bossait avec moi, prenne ses tâches et prenne les bonnes décisions, sans faire appel à moi. Donc 2 semaines avant les Jeux, je leur ai laissé tout faire pour voir s'ils étaient capables de le faire pendant les Jeux. Sans pression, rien, puisque tu m'imagines, j'étais là, les Jeux n'avaient pas commencé, zéro pression. Donc ils sont mis dans leur rôle, dans leur poste, ils ont pris leurs décisions entre eux. Moi, j'étais là à dire, c'est bien, je validais juste. Je participais pas très peu aux réunions ou à ce qu'ils décidaient, parce qu'ils prenaient les bonnes décisions. Et pendant les Jeux, moi, j'avais mes écouteurs, parce qu'il fallait quand même gérer les trucs, les Snoop Dogg et tout ça qui arrivaient. J'allais voir ma famille dans la tribune, exactement quand elle venait voir les compétitions. Je m'asseyais avec mes potes qui étaient là, et des fois, je regardais la compétition parce que je n'avais rien à faire, parce que l'équipe gérait tout. J'étais au courant de tous les petits soucis qu'il y avait, de ce qu'il fallait gérer, mais ils prenaient leurs décisions, je m'en mêlais pas, ils faisaient pas appel à moi. Donc quand c'était un peu plus grave, ou ils faisaient appel à moi, mais c'est pas arrivé tant que ça. Donc c'est que tout était prêt, en tout cas l'équipe était prête, et puis tout était bien organisé, on n'a pas eu de soucis. C'était trop bien. Puis c'est partie de l'expérience, au moyen d'avoir... on peut pas organiser un événement comme les Jeux sans avoir de problèmes de dernière minute, puisque nous, je répète, le site n'existait pas. Donc il faut le construire. Donc forcément, un jour il manque 3 pièces en métal, un jour la bétonneuse peut pas arriver parce qu'il y a des embouteillages, un jour il y a un camion qui tombe, qui se renverse, et ça arrive. Et faut gérer ces trucs-là. On s'attend pas à avoir ce genre de problème. Ils arrivent, faut improviser, il faut que tout se passe bien, que le calendrier soit respecté, et voilà. Au final, tout était nickel. Hein. Comme sur des roulettes. Mais comme sur des roulettes. Ça sera le nom de ce podcast. Parce que ça s'est déroulé exactement comme ça. J'ai des petites questions de nos abonnés Instagram. Alors, on a Louis qui demande quel projet dans le skate après l'excellent travail pendant les JO. Continuer à organiser les compétitions, puisque comme j'ai dit avant, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait à cette échelle-là. Et finalement, je me suis aperçu que je pouvais le faire, même tout seul. Enfin, je n'étais pas complètement tout seul, mais pendant 2 ans, presque 2 ans, j'étais tout seul à le faire. Donc continuer d'organiser les compétitions, notamment avec la Fédé internationale, parce qu'ils m'ont déjà demandé si je voulais continuer avec eux, dans l'optique d'aller faire la même chose pour Los Angeles. Donc projet, moi, c'est rester dans la même exactement dans la même dynamique et continuer à organiser les grosses compétitions de skate à travers le monde, finir à Los Angeles. Et où là, je me dirais évidemment, je peux pas faire mieux. Et puis, donc, je voudrais m'arrêter. Et puis, on m'appellera pour faire un autre truc encore. On a Christine Chaudron qui demande, préférez-vous faire du skate dans la rue ou dans un skatepark? Dans la rue. Toi, c'est dans la rue? Ouais. Pourquoi? Dans la rue, largement. Parce qu'en fait, dans les skateparks, il va y avoir beaucoup plus de skateurs ou de trottinettes qui peuvent nous renverser. Et aussi, du coup, c'est obligé d'avoir des protèges. Alors que dans la rue, t'es libre du temps que t'es soit sur une piste cyclable, soit sur un trottoir. Et dans la rue, t'es libre et il n'y a pas un policier qui va te dire arrête de faire du skate et tout. Je crois pas. Mais il n'y aura pas de trottinette pour t'énerver, il n'y a rien. D'ailleurs, je sais pas si le skate est sur la piste cyclable ou sur les trottoirs. Moi, c'est dans la rue, sans aucun doute. Parce que le skate, c'est comme ça. Hein. Papa, il fait quelque chose dans la rue en faisant du skate. En fait, il prend notre chien, il se met dans la pente ou dans la montée qu'on a et il fait tire et il court notre chien devant et papa il l'avance en skate et tout. T'es en train de dire que papa devient feignant avec l'âge, qu'il veut plus se Il pousser lui-même. Non, je fais faire du sport à mon chien. Mais oui, largement skate dans la rue parce que skate c'est dans la rue. Quoi. C'est occasionnellement en compétition ou en skatepark, mais moi j'ai fait toute ma carrière dans la rue. Hein. Maintenant je vais dans les skateparks parce qu'il y en a à 3 minutes de chez moi et c'est beaucoup plus simple. Mais il est fermé pour l'instant. Mais non, moi c'est dans la rue sans aucun doute. Et on a une dernière question de Manon Bordelot qui demande au JO, en travaillant avec de sympathiques Québécois, quelle est ton expression préférée? Manon, elle a travaillé avec nous. Elle était dans mon équipe pendant les Jeux. Donc il y a beaucoup d'expressions en fait. Comme j'ai dit, ma manager est québécoise. Ouais, donc elle nous a appris énormément d'expressions. Donc
péter sa coche. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc, Qui ça veut dire signifie s'énerver, péter un plomb. Il pleut à boire debout. Ah oui, d'accord. Il pleut à boire debout. Excellent. C'est très bien. Et bah, Stéphane Larence, un grand merci. Mia, un grand merci. Avec plaisir. C'était un honneur de vous recevoir ici à la médiathèque d'Arcueil et de découvrir l'univers du skate et de découvrir un peu les coulisses de l'organisation des Jeux Olympiques qui, on le rappelle, se sont très très bien passés. Et encore bravo, parce que c'était un bonheur de voir ce travail se concrétiser de cette façon-là. Bravo, bravo. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très très sympa. Mia, on te dit à bientôt pour un podcast. Bah, bien sûr. Avec un grand plaisir, vraiment. Et je viendrai, c'est moi qui poserai les questions. Ah ouais. We've known each other for a long time, all come from Paris, and always get it together. It's a link that's helped the evolution of the company till today. We saw in that opportunity something different in the way to develop it, and we continue as long as the team would be the first value for it.